Intéressant et digital, data, la médiation, une solution. Je suis Éric Seban, le vice-président d'IEM. Donc, il y a certaines personnes que je connais, d'autres que je ne connais pas et je vous souhaite la bienvenue à tous. Je remplace au pied levé Emmanuelle Duparc, notre présidente. Alors, en ce jour de droit des femmes, eh bien, c'est la parité, c'est l'homme qui remplace la femme à la présidence de cette association pour quelques minutes. J'espère que je serai au niveau par rapport à notre présidente. Juste pour vous annoncer également la prochaine matinale qui aura lieu le 12 avril prochain, qui opposera deux confrères avocats qui débattront d'un sujet intéressant pour ou contre la médiation. Vaste débat. La matinale de ce matin sera animée par mon confrère Olivier Iteanou, avocat au barreau de Paris depuis 1989, spécialiste du droit du numérique et de la donnée, qui est professeur à la Sorbonne Paris 1, qui est professeur à Paris 11 Saclay, qui est auteur d'un certain nombre d'ouvrages, dont le dernier, Quand le digital défie le droit, et qui est lauréat d'un prix spécial du jury du Forum international de la cybersécurité en 2017. La matinale se passera comme les autres matinales, un exposé dans un premier temps et des questions. Et je passe la parole à Jocelyne, notre présidente de la commission communication, pour nous préciser le déroulé de cette matinale. Bonjour, comme d'habitude, on va donner la parole à l'orateur tout de suite. Toutes les questions, vous pouvez les inscrire sur ce qui est en bas, inscrit converser. Dans la barre du bas, il y a écrit converser de manière à ce que vous puissiez vous poser vos questions au fur et à mesure. Et puis avec Éric, après, on se fera votre porte-parole, ou bien, si on n'est pas trop nombreux, vous poserez directement vos questions. On va couper les micros, Mervé, pendant que Maître Iteanou parle, il n'y a que lui qui aura le micro, et puis on remettra les micros de tout le monde ultérieurement. Voilà, merci d'être présent, vous êtes une trentaine, et merci, à tout de suite. On passe la parole à Maître Iteanou sur ce sujet important. Merci, madame. Vous devez réactiver votre micro. Voilà. Merci à vous, madame Canetti, pour cette introduction et à mon confrère Alex Seban pour cette présentation élogieuse. Oui, effectivement, et puis évidemment, merci à l'IEM de me donner la possibilité de réfléchir et d'échanger avec vous sur ce thème, digital et data, la médiation, une solution. Alors, bon, il y a des questions sous-jacentes finalement. Je ne sais pas si on voit mes slides, s'ils sont... Il y a des questions sous-jacentes à ce thème. Et la question sous-jacente, qui est en diapo 2, est de savoir finalement, est-ce que ce secteur qu'on va définir et qui est extrêmement large, qui est celui du numérique, on va revenir sur le mot digital, est-ce qu'il est finalement adapté à la médiation? On connaît, et vous connaissez bien mieux que moi, les motifs de recours à la médiation sont nombreux, effectivement. Le fait que les parties, finalement, restent maîtres de leur destin et de leur conflit, avec l'assistance d'un médiateur, de préserver l'avenir, dans certains cas, et puis d'éviter les lenteurs, les aléas, les coûts d'une justice qui bon, a aussi quelques difficultés, il faut le reconnaître. Et donc, ces justificatifs valent pour le secteur du numérique, mais est-ce que le secteur du numérique n'a pas d'autres caractéristiques qui font qu'il faut l'aborder peut-être de manière différente? C'est une des questions qu'on peut se poser et je pense qu'elle intéresse l'IEM. Parmi les freins qu'on pourrait envisager, ce numérique qui se répand, vous savez qu'on parle de transformation numérique, beaucoup d'entreprises vivent cette révolution, le secteur lui-même a vécu sa révolution, mais beaucoup d'entreprises vivent cette révolution et on sort tout doucement d'une période qui est celle du Covid où on a accéléré le télétravail, notre réunion d'aujourd'hui en témoigne. Donc, le numérique est partout. Est-ce que ce secteur-là, par le fait que finalement, il nous demande, et c'était une des questions qui a été soulevée par une des personnes présentes en introduction, on doit interagir avec la technique. Ça ne marche pas toujours.
ça crée des difficultés. Mais est-ce que finalement, cette présence, cette omniprésence de la technique, est-ce qu'elle n'est pas un frein à la médiation? C'est une première question qu'on a le droit de se poser, après tout. On est aussi ce matin en réseau. On est sur un réseau numérique, Internet, mais aussi la 4G, la 5G, les réseaux télécoms, tout ça étant interconnecté, hein, d'où Internet. Mais ce réseau, il a aussi des caractéristiques. Il n'est pas si neutre que ça. Si les Français avaient créé l'Internet, ils auraient fait le Minitel, on l'a tous vécu. Si les Chinois avaient fait un Internet, il aurait été bien moins ouvert qu'il ne l'est. Là, on a un réseau à caractère anational, on va dire. Encore que quand on y regarde de plus près, parfois, on trouve quand même une patrie à l'Internet et elle est omniprésente sur les réseaux. Est-ce que ce n'est pas aussi également un frein, finalement, au numérique? Alors, dans la slide suivante, dans les termes qui ont été utilisés, digital et data, d'abord, le terme digital est un anglicisme. Alors, on peut le voir aussi comme un latinisme, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais c'est un anglicisme, le mot français et le mot numérique. Mais s'il a été utilisé dans le titre aussi, et Éric Seban disait tout à l'heure, j'ai commis un ouvrage, un 5e ouvrage en 2017 qui s'intitulait « Quand le digital défie l'état de droit », c'est que le mot digital, qui est un mot anglais, qui vient de digit, hein, les nombres, traduit l'omniprésence, et il faut bien le dire, d'oligopole américain. Évidemment, les GAFAM, mais à peu près dans tous les secteurs d'activité, également Netflix, on trouve évidemment des acteurs américains qui sont surpuissants en Europe et peut-être demain des Chinois. Alors, finalement, on pourrait dire que le secteur du numérique, je vais reprendre le terme français si vous m'autorisez, finalement comprend 4 grands sous-secteurs. L'informatique traditionnelle, les éditeurs de logiciels, les développeurs, tous les services informatiques associés ou préalables. Effectivement, quand j'ai démarré mon activité il y a 30 ans, on disait qu'on faisait du droit de l'informatique et des télécoms. Aujourd'hui, on l'a dit, Éric Seban l'a dit tout à l'heure, droit du numérique et de la data. On a évolué dans les terminologies et évidemment, ça n'est pas du tout neutre. Les mots ont un sens. En particulier, le terme télécom a disparu totalement du vocabulaire juridique. Aujourd'hui, on ne parle plus du code des postes et des télécommunications, on parle du code des postes et des communications électroniques. On ne parle plus de l'autorité de régulation des télécommunications, c'est l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes. C'est une révolution en soi. Pourquoi? Parce que le mot télécom signifiait le transport et la commutation de signaux vocaux. Aujourd'hui, tout est donné. Même notre voix se transforme en données et est transportée et commutée sur les réseaux. Donc, on parle d'opérateurs de communication électronique. Et donc, ce second secteur également est un secteur important. Le troisième est celui de la data qui a sa star, qui s'appelle le RGPD, dont vous avez probablement parlé, qui concerne une partie des données, les données à caractère personnel, donc, que j'ai résumé dans une définition très courte ici, toute information susceptible d'identifier directement ou indirectement une personne physique. Mais dans le secteur de la data, il n'y a pas que les données à caractère personnel, il y a également les données non nominatives. Donc ça aussi, c'est un secteur à part entière aujourd'hui du secteur numérique et il a aussi ses particularités qu'on va essayer de dessiner ensemble et dont on va voir si il est éligible à la médiation. Et enfin, il y a un dernier secteur que je ne pouvais pas ne pas évoquer avec vous aujourd'hui, même s'il est tout récent, ce sont les crypto-monnaies et la blockchain. Les crypto-monnaies et la blockchain, c'est soit une énorme bulle spéculative, et quand je dis énorme, on parle de milliards et de milliards de dollars. C'est avec les 2 monnaies, on va dire, les plus connues, qui sont le Bitcoin, né en 2008, et l'Ethereum, né en 2015.
pour vous donner simplement une illustration, une des plateformes de revente de ces monnaies, dont le nom est Coinbase, C-O-I-N-B-A-S-E, je vous invite à aller regarder leur site, mais on va en parler tout à l'heure, a été introduite en bourse au Nasdaq, à la bourse américaine au Nasdaq, en février 2021. Elle a réalisé en 2020 1,3 milliard de dollars de chiffre d'affaires. Et sur le 4e trimestre 2021, puisque maintenant elle publie ses comptes tous les trimestres, elle annonce un bénéfice de 750 millions de dollars. Et ce secteur, dans les chiffres, est totalement énorme, disproportionné. Mais est-ce que c'est une bulle spéculative? Est-ce que les États vont laisser faire? Ou bien est-ce que c'est une vraie révolution? La révolution, notamment au travers de la blockchain, la révolution du web qu'on a connue à la fin des années 90, que certains croyaient, d'autres pas. En tout cas, il faut l'évoquer parce que la médiation a peut-être sa place au sein de ce secteur très étonnant et sur lequel tous les experts s'accordent à dire qu'ils ne savent pas si ce secteur va encore se développer ou va disparaître. Alors, pour traiter notre sujet, c'est ma slide suivante, je vous propose de passer en revue, on va dire, 4 schémas de litige, 4 conflits. Le conflit, c'est la vie. C'est pas, je pense à l'IEM, je vais dire le contraire, ça arrive, il y a des conflits dans la vie. Ce qui compte, c'est les dépasser, les surpasser, et vous êtes là pour les aider, pour aider les parties prenantes. Et donc, on va passer en revue 4 schémas de litige qui posent une question et on va essayer de comprendre et de voir s'il y a des freins, et s'il y a des freins, comment les dépasser, ou est-ce que c'est simplement un frein culturel qui ne vaut pas la peine d'être même traité. Et donc, ces 4 schémas de litige, le premier, c'est la malfaçon informatique. Ça existe dans le secteur d'activité. On en a en permanence des malfaçons informatiques et puis avec la transformation numérique et cette consommation multipliée, démultipliée des logiciels et de l'informatique à tout niveau, du consommateur jusqu'aux entreprises, donc cette fameuse transformation numérique que l'on voit sous nos yeux, qui est une réalité, il est évident que ce type de litige va se multiplier. Donner 2 illustrations, un logiciel CD, donc on va dire plutôt un logiciel spécifique, donc qui a été réalisé et conçu réalisé pour le compte d'un client, dysfonctionne, ou simplement un logiciel ou un logiciel standard, ce qu'on appelle un logiciel, dysfonctionne, ou le système livré est défaillant. Est-ce que la médiation a un rôle à jouer? Ou la prestation informatique ne répond pas à un cahier des charges, il vaut mieux en avoir un, ou au contrat. Ça, c'est le premier des schémas, on va dire des litiges types. Le litige e-commerce, la livraison n'est pas conforme. Qui aujourd'hui n'achète pas sur les réseaux ou ne consomme pas sur les réseaux? Le contrat n'est pas respecté sur la date de livraison. Le litige sur les données, bien sûr, les données à caractère personnel qui ne sont pas respectées. On voit dans nos cabinets de plus en plus de litiges sur ce qu'on appelle des demandes de droit, c'est-à-dire des personnes qui refusent d'être inscrites, ou qui demandent à être effacées, ou qui demandent à ce que leurs données soient corrigées, ou qui ont une plainte à déposer sur la collecte de données sans leur consentement. C'est un litige qui monte. Est-ce que la médiation a son mot à dire? Et enfin, blockchain et crypto-monnaie, je peux reconnaître, je dois avouer que je n'ai pas trop de références dans ce domaine, puisque je vous l'ai dit, il se développe actuellement, même si les bitcoins sont nés en 2008. Donc, mes bitcoins, mes crypto-monnaies sont perdues, puisque tout est sur les systèmes, sur les machines, les téléphones, les tablettes. La blockchain est défaillante. Je suis victime d'une arnaque. Il y en a beaucoup, on va le voir. Donc, est-ce que la médiation a un mot à dire par rapport à ces litiges d'un genre nouveau? Alors, tout d'abord, la malfaçon informatique. Alors, sur la malfaçon informatique, la première chose qu'on peut dire, c'est la slide suivante, c'est que, c'est la diapo suivante, c'est que sa grande particularité, effectivement, c'est que, comme je l'ai dit, il y a un dysfonctionnement technique. Bon, alors, est-ce que le réflexe ne serait pas de se dire il faut le traiter,
il faut traiter pour imputer la responsabilité du dysfonctionnement. Est-ce que ça revient au fournisseur? Est-ce que ça revient au client? Et est-ce que finalement, l'expertise technique contradictoire n'est pas finalement le seul moyen de départager les parties? Et bon, l'IEM connaît bien cette question, c'est même, je crois, dans votre nom, hein, l'expertise, c'est quelque chose que vous connaissez bien. Et c'est vrai que dans le domaine informatique, les experts sont aux côtés du juge très régulièrement, très souvent. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur l'expertise, en particulier judiciaire, mais il faut reconnaître que l'expert est là, qu'il donne des avis au juge, que ces avis sont souvent suivis et qu'il est l'assistant un peu dans ce panorama, pas obligatoire, mais très présent. Alors, dans le stade suivant, il existe, pour répondre à cette question, il existe un site, une compagnie nationale des experts judiciaires en informatique qui s'appelle la CNEGITA, qui est un peu le passage obligé de tous les experts en informatique. Ils ne sont pas tous là, ils n'y sont pas tous, mais il y a même une compagnie nationale un peu concurrente, mais qui est de bien moindre importance. Donc, sur le site knegita.org, d'ailleurs, vous avez un annuaire avec, pour chacune des 20 et quelques cours d'appel de France, des experts qui ont été agréés par les cours. Il y a même un onglet cours de cassation avec les experts agréés par la Cour de cassation. Effectivement, cette compagnie existe. Et dans le slide suivant, je me suis permis, puisqu'elle est publique, de vous présenter la fiche du président d'honneur de la CNEGITA, qui a été évidemment son président, qui est un excellent expert très connu, qui peut plutôt effectivement en fin de carrière, mais c'est un monsieur d'une très grande qualité qui s'appelle monsieur Serge Migueron, qui est un ingénieur Supélec. Or, vous voyez que dans les interventions dont il se prévaut, il fait référence à l'expertise conciliation. C'est un concept peut-être un peu particulier qui lui est propre, même s'il me semble que certaines organisations qui se réclament de la médiation ont tenté des choses de ce type-là. Et puis, on voit médiation. Alors, lui, finalement, il répond à notre question. Effectivement, il fait des expertises techniques, mais il n'oublie pas la conciliation et surtout la médiation avec un M majuscule. Donc, la médiation, il y croit. Donc, il est une réponse finalement à notre première question. Et pourquoi? C'est ma slide suivante. C'est que d'expérience, on sait que même technique, il faut se décomplexer par rapport à la technique. Parce que même technique, le conflit reste entre personnes. Un problème technique peut s'expliquer, il peut se justifier. Et donc, décomplexer, c'est peut-être la première, je dirais, leçon qu'on doit retenir de ce premier schéma d'idée. Il faut se décomplexer par rapport à la technique. Nous devons être finalement les maîtres de la technique. Ce n'est pas la technique qui décide, c'est bien les personnes qui décident, et même entre le droit et la technique. Entre le droit et la technique, ce n'est pas tout à fait notre sujet. Il existe je me rappelle d'un litige de Yahoo tout au début de l'Internet, dans les années 90, où Yahoo vendait des insignes nazis sur les réseaux, et il avait été poursuivi par des organisations antiracistes devant le tribunal judiciaire de Paris, et lui répondait « Je n'y peux rien, c'est le mode de fonctionnement de l'Internet ». Entendez par là, la technique est supérieure au droit. Non, la technique n'est pas supérieure au droit, il n'est pas non plus supérieur aux personnes. Un litige même technique est un litige entre personnes. Et même plus encore, quand on fait, comme moi j'en ai fait, et j'en fais encore actuellement, des expertises judiciaires en informatique, on se rend compte souvent que les problèmes techniques sont des problèmes en réalité relationnels. En réalité relationnels. Des personnes qui ne se comprennent pas, des quiproquos qui se développent. Et donc, il y a des tas de concepts que l'on voit ou de problématiques que l'on voit qui sont très personnelles, le devoir de conseil, les problèmes entre les équipes et le client, etc. Donc, sur le premier schéma de litige, rien ne vient, tout au contraire, et on va passer au second, nous dire que la médiation n'a pas sa place, bien au contraire. Le litige e-commerce, je suis un petit consommateur face à de grands e-marchands
quelque part dans la toile. Il faut être un peu le stratège aussi de son propre risque. Il faut savoir à qui on s'adresse. Et peut-être quand même privilégier, je le dis en passant, les acteurs français ou ceux qui ont une présence en France et ceux qui se soumettent au droit français. Mais ce qui est très intéressant avec le litige e-commerce, c'est qu'effectivement, il y a une difficulté pour les consommateurs dans leur litige avec le e-commerçant à saisir le service public de la justice. C'est long, c'est coûteux, il y a des tendances au découragement qui sont même parfois suscitées par le système lui-même. Hein. On saisit le juge. Alors évidemment, il y a l'injonction de rencontrer le médiateur. Je pense que vous en avez parlé. Et probablement que vous êtes des supporters de cette mesure. Et je pense qu'elle est effectivement intéressante. Et on devrait, quand on est consommateur, même directement peut-être aller à la médiation. Mais bon, c'est difficile. C'est une vraie difficulté que les consommateurs, que nous sommes tous, auxquels nous faisons face. Nous faisons face à des formulaires, nous faisons face à des robots qui nous répondent, nous faisons face à des services clients qui ne nous répondent pas, et donc c'est compliqué. Et il s'est développé une pratique, qui est la pratique du commentaire, qui est une pratique qui doit nous interpeller, parce qu'elle, finalement, elle nous dit « je ne crois plus tout à fait au service public de la justice. C'est trop compliqué, c'est trop long, ça coûte trop cher. » Exemple, mais dans la slide suivante, les fiches Google. Les fiches Google qu'on rencontre, j'en ai pris une au hasard, sur un restaurant à Courtenay, dans le Loiret. Je me suis dit que si j'avais aucune chance de le rencontrer, mais ce pauvre restaurateur, il a 136 commentaires et il en a une personne qui lui dit qu'il n'a pas apprécié ses produits, qu'il n'aime pas sa cuisine de ce restaurant. Les gambas, c'était cru. Et je veux quand même dire par honnêteté vis-à-vis de ce restaurateur que de nombreux autres commentaires sont excellents. Mais on a parfois, et je ne me suis pas permis de vous le reproduire aujourd'hui, des personnes qui sont bien plus violentes que ne l'est cette personne vis-à-vis d'un commerçant. Là, j'ai pris un restaurateur, mais j'aurais pu prendre un vendeur de n'importe quel produit ou un fournisseur de n'importe quel service, et on trouvera des commentaires extrêmement désobligeants et très, très agressifs, vindicatifs, sans compter que nombreux consommateurs jouent, j'ouvre les guillemets, une sorte de chantage aux commentaires. Tous les professionnels vous le diront, mais c'est une pratique, un usage qui devrait interpeller les pouvoirs publics. On est en train finalement de perdre une partie de la population sur une de ces pratiques, une de ces usages qui sont le e-commerce, qui préfèrent le chantage aux consommateurs à la saisine de la justice. Est-ce qu'il ne faudrait pas introduire une manière de faire, peut-être une obligation de médier, une obligation de désigner un médiateur? C'est une question, mais en tout cas, cette pratique-là n'est pas satisfaisante pour l'état de droit. C'est en tout cas mon point de vue, et là-dessus, on pourra peut-être échanger. En tout cas, c'est un constat que l'on peut tous faire. Alors, ça veut dire quoi, cette pratique? Ça veut dire qu'en réalité, ce que cherche à atteindre le consommateur, c'est la réputation, c'est la slide suivante, c'est la réputation du commerçant. Donc, le commerçant a intérêt, parce qu'une réputation, ça se fait et ça se défait. Ça peut coûter le fonds de commerce, l'activité, ça peut coûter tout simplement l'entreprise. Et donc, le commerçant n'a pas intérêt à laisser prospérer un consommateur mécontent qui s'exprime publiquement. Ça, c'est quand même un des apports de l'Internet, il faut le dire et le reconnaître. Et il a intérêt à la médiation, il a intérêt à résoudre le conflit. Quant au consommateur, bon, il se défoule, mais est-ce qu'il a résolu son problème? Pas du tout sûr. Et donc, là, il y a un champ, il y a une réflexion à avoir. C'est vrai que la médiation, on la voit de plus en plus dans les textes de loi, mais il y a peut-être aussi dans les pratiques, il y a peut-être des incitations supérieures à faire. En tout cas, dans ce schéma de litige-là, il me semble qu'il y a probablement un champ à investiguer sur cette question du conflit et de sa résolution auquel peut contribuer la médiation. Le troisième schéma de litige, ce sont
les données, et en particulier les données à caractère personnel. On va vous dire, les données à caractère personnel, ça ne peut pas être du domaine de la médiation, c'est l'ordre public. Ce sont les sanctions administratives de la CNIL, voire des sanctions pénales. Alors, les sanctions administratives de la CNIL, on nous a fait un marketing de la peur entre 2016, qui était la date d'entrée en vigueur du RGPD, du Règlement général sur la protection des données, et 2018, qui était son entrée en application. Pendant 2 ans, le législateur a suspendu les sanctions qui étaient associées au texte et qui sont effectivement colossales, puisqu'on parle de 4% du chiffre d'affaires mondial total, ça c'est le degré, c'est la sanction, il y a une sanction intermédiaire, et 20 millions d'euros de condamnation possible, d'amende administrative. Mais la CNIL, c'est 5 à 15 sanctions par an. 5 à 15 sanctions par an. On ne peut pas dire que ce soit beaucoup. Et c'est 250 personnes. Ils n'ont pratiquement pas bougé depuis 20 ans. Ils ont très peu de moyens. Il y a 500 contrôles par an parce qu'ils se sont donné la possibilité il y a quelques années de faire des contrôles en ligne. Donc, ils se connectent le matin et puis ils font un contrôle. Il y a quelques préparatifs. Donc, c'est simple. Donc, ils peuvent en faire un peu plus. Mais la CNIL ne pourra pas résoudre tous les problèmes. Et d'ailleurs, ça va être suivant. Preuve que, y compris la CNIL, on ressent ce besoin de trouver une solution. La CNIL ne pourra pas absorber les millions de plaintes. En septembre 2020, ce n'est pas hier matin, c'était dans la première phase du confinement, fin de la première phase du confinement, la CNIL qui a été débordée de demandes, les gens n'avaient pas grand-chose à faire peut-être chez eux, je ne sais pas, mais ils ont eu un nombre considérable de plaintes qu'ils ne pouvaient absolument pas absorber durant le premier confinement, a passé un accord avec, alors je ne sais pas ce qu'il faut penser de cette institution, et probablement l'IAM a son avis là-dessus, celui qui s'appelle le médiateur des entreprises. Bon. Et donc, un communiqué de presse a été fait, un accord a été signé, et surtout, la CNIL a reconnu les difficultés d'application du RGPD, c'est dans le titre, mais vous lirez le communiqué dans ce détail, il est quand même très instructif, parce qu'on voit bien que cette question de RGPD crée un trouble, et il faut savoir que le grand apport du RGPD, c'est la montée en puissance et la montée en compétence et en niveau de compétence de la population sur les questions de données à caractère personnel. Vous allez au prud'homme, vous allez au tribunal judiciaire, au commerce, souvent vous rencontrez des justiciables qui plaident un problème de données à caractère personnel, de plus en plus. Donc, c'est un type de... C'est une révolution, c'est une évolution, parce qu'elle existe depuis 1978, la loi informatique et liberté. Et elle a fortement évolué avec le RGPD, ce n'est pas à proprement parler d'une révolution, mais c'est un schéma de litige qui va de plus en plus se rencontrer. Et là aussi, je dois dire qu'il faut trouver, peut-être avec la CNIL et peut-être l'IAM, a un intérêt, en tout cas la CNIL a un intérêt pour la médiation, elle l'a annoncé, peut-être à rencontrer la CNIL et à discuter de cette question avec elle, parce qu'elle n'est pas en capacité aujourd'hui d'absorber la totalité des plaintes qu'elle reçoit. Voilà. Donc la question de la médiation, à mon avis, l'intéresse, et il est dommage que d'ailleurs au RGPD, on n'ait pas pensé à intégrer ce champ-là, cette résolution de conflit possible par la voie de la médiation. Enfin, dernier, et on sera arrivé à 9h, donc j'aurai rempli mon contrat, crypto-monnaie et blockchain, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est absolument impossible que je ne vous en parle pas, même si est-ce que c'est une vraie révolution, comme on nous le dit? Le Bitcoin, qui est apparu en 2008, un monsieur japonais, alors il y a un axe dans la crypto-monnaie, un axe très clair entre l'Amérique du Nord et l'Asie. L'Europe est complètement, excusez-moi le terme anglais, bypassée. Le Bitcoin a été créé par un monsieur japonais qui s'appelle Nakamoto, qui a été créé en 2008
Et pendant un certain temps, le Bitcoin a servi à une espèce d'économie noire, ce qu'on appelle le darknet, avec un site qui s'appelait notamment The Silk Road, qui est la route, je crois, de la soie, mais qui vendait, au lieu de vendre de la soie, ils vendaient des armes, de la drogue, mais à millions, à dizaines et à centaines de millions de dollars. Et c'est un secteur qui, pendant très nombreuses années, a été totalement hors régulation, hors réglementation, hein, puisqu'il s'agit finalement de créer une monnaie dans un cadre technique très particulier, technologique particulier qui s'appelle la blockchain, que cette monnaie, elle est sur nos ordinateurs, et cette monnaie, depuis quelques années, elle est sortie de nos ordinateurs, et peut-être que devant vous, quand vous allez à la boulangerie, vous ne le savez pas, et la personne qui est devant vous, qui paye avec sa carte bancaire sa baguette à 1 euro et 20 centimes, là j'ai démontré que je ne connaissais pas le prix de la baguette, mais ce n'est pas grave, eh bien, cette personne-là est peut-être en train de payer en bitcoin. Car aujourd'hui, depuis quelques mois, il y a des cartes bancaires Visa et Mastercard qui sont distribuées par les plateformes qui vendent des bitcoins et toutes les autres crypto-monnaies. En février 2021, on en recensait officiellement 4500. En février 2021, et là, ils s'en créent toutes les semaines. Donc, parce que chacun a vu que c'était un Far West et qu'il y avait probablement une prairie à prendre. Et donc, il y a maintenant, Visa et Mastercard agréent des plateformes qui distribuent des cartes Visa et Mastercard dans lesquelles on trouve de l'argent en bitcoins. Alors évidemment, c'est traduit en euros, mais c'est bien des bitcoins qui ont été acquis, sur lesquels il y a une spéculation, puisque avant la spéculation était réservée, quand il y a des banques centrales, à des grands institutionnels ou à des financiers très pointus. Maintenant, tout le monde peut spéculer sur la crypto-monnaie, puisque d'une plateforme à l'autre, les prix sont différents. Et donc, vous achetez en euros des bitcoins, et puis le lendemain, il est à plus 20% ou à moins 30%. Et donc, il y a des gens qui passent leur vie à ça. Donc, bon, ce secteur-là est un secteur, moi, qui me renverse, dont je ne sais pas quel véritablement est l'avenir, mais on ne peut pas passer à côté, il faut en parler. Il faut que l'IOM en parle. Le mois dernier, l'ancien directeur général de Twitter, Jack Dorsey, a fait une déclaration devant le nombre de contentieux qui existent sur ce secteur et qui ne sont pas résolus. Il a annoncé la création d'un fonds de défense dans le domaine des bitcoins pour ceux qui développent des crypto-monnaies, etc. Ça, c'est la première chose. La deuxième, on va passer, que choisir? Que choisir? Dénonce les arnaques au bitcoin, aux crypto-monnaies. Il y a deux grands problèmes pour les crypto-monnaies. J'en ai parlé du premier qui est cette économie sombre, mais il y a une économie qui est de plus en plus petite, qui représente 3 à 4% d'après les experts du commerce, on va dire, sur cette crypto-monnaie, tout le reste étant clair, si je puis dire. Mais dans la slide suivante, que choisir a fait un communiqué assez récent pour dénoncer le deuxième problème des crypto-monnaies, c'est les arnaques. C'est-à-dire cette fameuse, je crois que ça s'appelle le système je crois que c'est de Posin, où je n'ai plus le mot en tête exactement, qui fait que vous achetez une crypto-monnaie qui n'est pas Bitcoin ni Ethereum, mais une autre, nouvelle, et qu'en fait, par l'achat de cette crypto-monnaie, c'est comme ça que le propriétaire de la crypto-monnaie rémunère les précédents acheteurs et au final, vous êtes arnaqué. Bon. Et puis, les échos, tout simplement, qui s'est fait l'écho encore il n'y a pas très longtemps, mais enfin, c'était en 2018, c'est la slide suivante, des escroqueries au Bitcoin, c'est la slide suivante, de plus en plus d'épargnants pris dans la nasse, et donc effectivement, avec des sommes toujours assez colossales. Ce n'est pas quelques euros, c'est des milliers, des centaines, et parfois des millions d'euros. Alors, j'ai été voir le pionnier français de l'échange de Bitcoin. C'est la slide suivante, qui s'appelle Paymium. C'est un Français, et dans la slide suivante, vous allez voir qu'il a été agréé par l'autorité des marchés financiers. Et donc, si vous voulez tenter l'aventure Bitcoin ou l'aventure crypto-monnaie, parce qu'il n'y a pas que les Bitcoins, il faut passer par Paymium parce que c'est une plateforme qui est en droit français, qui se réclame de la loi française, qui a été agréée par l'autorité des marchés financiers. Donc,
comme tout le monde le dit, quand on met de l'argent en crypto-monnaie, il faut considérer que c'est de l'argent qui est perdu. Mais bon, alors, j'ai été voir leurs conditions générales de service et voir s'il était question de médiation. Et dans un premier temps, j'ai poussé un cri de joie. Je me suis dit, ça fera plaisir à Mme Canetti et à la commission de l'IEM, car dans la slide suivante, il y a dans les conditions générales de service le mot médiation. Droit applicable, médiation, juridiction. D'abord, première chose, le droit applicable, c'est le droit français. J'ai regardé, j'ai bien lu, vous avez l'ensemble de l'article, vous avez bien la médiation qui est annoncée, mais pas de clause de médiation. Ça, c'est quand même impressionnant. Alors, je pense que l'AMF n'a pas dû aller regarder les conditions générales de service de Paymium, mais la médiation est annoncée. Vous pourrez aller voir après notre rencontre sur le site de Paymium. Je crois que la médiation, là aussi, il y a tout un enclos, il y a tout un espace à prendre, et peut-être avec Paymium. C'est un acteur qui est reconnu, réputé, extrêmement sérieux. Voilà, en conclusion de cet échange, j'aurai 5 minutes de retard, dire que le secteur numérique, c'est ma slide suivante, il a effectivement un environnement propre, très technique. Il y a des éléments de langage, il faut une compréhension, il faut faire l'effort d'apprendre son vocabulaire et sa grammaire. Elle est particulière, mais ça n'est que ça. Quand on est dans un secteur particulier, il faut faire l'effort d'apprendre des éléments de langage, de comprendre comment les choses fonctionnent. Il y a certaines techniques juridiques, effectivement, qui sont propres au secteur du numérique, la propriété intellectuelle, particulière pour les logiciels et bases de données, le droit des contrats adaptés. Il y a des réglementations spécifiques, on en a vu, les données personnelles. Il y a le caractère national du réseau. C'est vrai qu'on a un contexte peut-être un peu particulier, mais rien ne devrait faire échapper le secteur du numérique et de la data à la médiation. Pourquoi? Parce que partout, il y a des conflits. Le conflit, c'est la vie, mais on a vu que dans chaque secteur d'activité, il y a des conflits. Il faut les résoudre et la médiation est un outil, c'est sûr. Voilà ce que je voulais vous dire rapidement ce matin, faire un petit tour d'horizon de ce secteur passionnant et qui se révolutionne et qui révolutionne le reste de la société et sur lequel j'espère que l'IAM prendra sa part pour essayer de le pacifier. Voilà, c'est absolument nécessaire. Merci à tous. Merci bien, confrère, pour votre exposé. Très clair, parce que je vais être honnête avec vous, j'étais un peu sceptique au départ. Le digital, pour moi, c'est tout à fait abscon et grâce à vous, j'ai enfin compris ce que c'était. Merci beaucoup.